nouveau numéro de Place à l'invité. Chers tous, bonjour et bienvenue dans cette émission, dans la rubrique Clin d'œil sur la santé. Cette émission qui nous aide tous à savoir plus sur notre santé parce que, comme j'aime bien le dire, la santé reste la meilleure des richesses qui puissent exister dans le monde. Alors il faut bien prendre soin de sa santé. Sur ces plateaux, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée du docteur Armand Okoko, médecin des hôpitaux. Il est ici avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va. Et vous? Vraiment, merci de nous honorer aujourd'hui. Merci. Alors, chers téléspectateurs, vous allez nous excuser les dress codes de cette émission, parce que l'invité doit mettre l'uniforme, la blouse des médecins. Malheureusement pour l'endroit, veuillez vraiment nous excuser pour cela. Alors aujourd'hui, nous parlerons du diabète. Docteur Armand, on va commencer par la définition. C'est quoi le diabète? En fait, merci pour la question. D'abord, premièrement, je dirais que le diabète est une maladie métabolique chronique caractérisée par une carence relative ou absolue de l'insuline. C'est ça la définition du diabète. Parce que vous parlez de l'insuline, on doit quand même connaître sa définition. En fait, l'insuline est une hormone que Dieu a créée dans l'organisme, sécrétée par le pancréas. Et par là, je profite un peu pour parler du pancréas. Oui. Le pancréas, c'est un organe qui se trouve dans la cavité abdominale, dans l'abdomen en fait. Et le pancréas joue le rôle endocrinien et ça joue aussi le rôle exocrinien. Dans le rôle endocrinien du pancréas, nous avons la sécrétion de l'insuline et la sécrétion du glycagon en fait. Et le pancréas étant un organe qui se trouve dans la cavité abdominale qui joue tous ces deux rôles que je viens d'énumérer, oui. Le pancréas a aussi est composé de 4 cellules principales. Nous avons la cellule alpha-îlot de Langerhans qui sécrète les glycagons. Nous avons la cellule bêta-îlot de Langerhans qui sécrète l'insuline. Nous avons la cellule delta qui sécrète les sucs gastriques. Nous avons la sécrétion des polypeptides. Maintenant, l'insuline, le diabète étant une maladie due au fait qu'il y a absence relative ou absolue de l'insuline, le pancréas étant l'organe chargé de sécréter toutes ces hormones que je viens d'énumérer, il y aura maintenant un problème au niveau du pancréas. Quand le pancréas n'arrive plus à sécréter cette hormone et que nous pouvons connaître la maladie que je viens de définir, le diabète sucré étant une maladie métabolique par carence absolue ou relative de l'insuline. Merci docteur Armand. On va parler du type. Est-ce que les diabètes restent une maladie? Bon, les diabètes, il n'y a pas de diabète X, il n'y a pas de diabète Y. Est-ce qu'il y a aussi des différents types de diabète qui puissent exister? Bon, s'il faut parler du diabète sucré, qui est notre sujet du jour aujourd'hui, nous avons 2 types. Nous avons le diabète du type 1 et le diabète du type 2. Le diabète du type 1, c'est le diabète qu'on appelle autrement le diabète insulinodépendant parce que nous retrouvons la carence absolue de l'insuline. C'est un diabète qu'on appelle aussi le diabète juvénile. Donc le diabète se manifeste avant l'âge de 35 à 40 ans. Et le diabète du type 2, c'est le diabète de la vieillesse, on peut l'appeler ainsi, qui se manifeste après 40 ans. Ouais. D'accord, docteur. Mais nous remarquons aussi certains diabétiques qui prennent beaucoup d'eau, qui ont de la fatigue. Comment expliquez-vous ces phénomènes-là? Premièrement, le diabète étant une maladie, chaque maladie a ses symptômes, chaque maladie a ses signes. Les signes et les symptômes du diabète sont répartis en 2. Nous avons les symptômes biologiques, nous avons aussi les symptômes cliniques. S'il faut parler des symptômes biologiques ou les signes biologiques, nous avons les signes majeurs du diabète, c'est l'hyperglycémie, l'augmentation du taux du sucre dans l'organisme. C'est ça les signes majeurs du diabète. Pourquoi? Parce que la cause est l'absence de l'insuline ou la diminution de l'insuline qui n'arrive plus à réguler le taux de la glycémie dans l'organisme. Et s'il faut parler des signes cliniques, ce sont des signes que le malade vient avec à l'hôpital disant que docteur, depuis un temps, je suis en train de me sentir comme ça, je suis en train de me sentir comme ceci. Nous avons premièrement l'amaigrissement, la personne va perdre le poids. Deuxièmement, nous avons l'asthénie physique, la fatigue corporelle, la personne se sent tout le temps fatiguée.
Troisièmement, nous avons la polyurie. La polyurie qui veut dire l'envie d'uriner tout le temps. Il urine à tout moment. Il va venir à l'hôpital disant que docteur, ces derniers temps, j'ai remarqué que je suis en train de beaucoup uriner. Et puis, je dirais encore quatrièmement, nous aurons la polyphagie, qu'on appelle l'envie de beaucoup manger. Vous allez remarquer que la personne a plus envie de manger. Il mange beaucoup, il veut tout le temps manger, il veut tout le temps manger, il veut tout le temps manger. Et nous avons aussi la polydipsie qui est définie comme étant l'envie de boire beaucoup d'eau. Okay. D'accord, docteur. Quelque part, vous avez parlé de causes, mais j'aimerais à ce que vous puissiez mettre un peu l'accent sur ça. Les causes du diabète, est-ce que c'est un phénomène naturel qui peut arriver à tout le monde d'avoir le diabète, ou il y a quelques peut-être aliments ou je ne sais pas moi, qui poussent au développement du diabète? D'abord, premièrement, le diabète, c'est une maladie, comme je l'ai dit à la définition, une maladie métabolique. Comment nous pouvons acquérir le diabète sucré? Je précise bien parce que nous parlons du diabète sucré. Il y a deux types. Nous avons le type 1 et le type 2. Le type 1, comme je l'ai dit tantôt, c'est un diabète juvénile. Le type 1, c'est dû au fait par une carence, une carence des récepteurs, une diminution du taux des récepteurs, une carence des sécrétions de l'insuline. En fait, qu'est-ce qui se passe dans les types 1? Il y a diminution des sécrétions de l'insuline dans l'organisme. La personne va remarquer que ça arrive, un mécanisme dans l'organisme, qu'il y a progressivement, l'organisme a sécrété un taux qui pouvait équilibrer la glycémie, les glucoses, la glycémie dans l'organisme et les sucres, comme aiment bien le dire les gens, et les sucres dans l'organisme. Dans les diabètes du type 1, nous allons remarquer qu'il y aura plus sécrétion de la quantité qu'il faut dans l'organisme pour que la personne puisse vivre en ayant une glycémie équilibrée. Et par là, c'est là où vient le nom de l'insulinodépendant. Donc la personne est totalement dépendante de l'insuline. Donc on est obligé d'apporter l'insuline le plus vite que possible pour que la personne puisse vivre avec le taux de l'insuline dans la normale. Et pour les diabètes sucrés du type 2, nous avons une insulinorésistance. Qu'est-ce qui veut dire insulinorésistance? L'insulinorésistance veut tout simplement dire qu'il y a présence de l'insuline, mais il y a diminution du taux de réception de l'insuline. L'insuline est sécrétée normalement par le pancréas. Le pancréas sécrète l'insuline qu'il faut, mais l'organisme n'arrive pas à introduire l'insuline dans la cellule parce que, j'aimerais compléter ce qui suit, l'insuline c'est l'hormone qui permet l'entrée du glucose dans la cellule parce que vous devez savoir que l'organisme humain se nourrit par l'oxygène et ça se nourrit aussi par les glucoses, ça se nourrit aussi par l'eau. Maintenant, quand il y a une insulinorésistance, qu'est-ce qui arrive? L'insuline est sécrétée par l'organisme, le pancréas. Maintenant, l'insuline sécrétée par le pancréas, quand ça arrive au niveau de la cellule, l'insuline n'entre pas dans la cellule. L'insuline ne fait pas entrer les glucoses dans la cellule parce que c'est l'insuline qui porte les glucoses pour le faire entrer dans la cellule et ça passe par les récepteurs à tyrosine kinase. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Comme il y a sécrétion de l'insuline, les diminutions du taux des récepteurs, il y aura beaucoup d'insuline qui vont circuler dans le sang, mais il n'y aura pas d'endroit pour faciliter l'entrée de l'insuline dans les sangs. C'est dans ces cas-là que nous avons le diabète du type 2. Donc, le diabète du type 2, en résumé, veut dire présence de l'insuline, mais diminution des récepteurs de l'insuline. C'est pourquoi il y aura ce qu'on appelle l'insulinorésistance. L'insuline est là, il se présente devant la cellule, mais il n'entre pas. Ok. Merci, docteur Armand, parce que vous avez parlé du type 1, type 2. Pouvez-vous nous expliquer sur les diabètes insipides, mais également sur les diabètes de grossesse? Si je dirais les diabètes, je parlerai d'abord premièrement du diabète insipide. Les diabètes insipides, n'est pas un diabète sucré. Okay. Le diabète insipide, c'est un diabète lié seulement par le trouble de l'hormone qu'on appelle l'antidiurétique hormone, l'ADH. L'hormone antidiurétique, c'est une hormone qui facilite l'entrée, la régulation de l'équilibre de l'eau dans l'organisme. Et quand il n'y a pas la présence de cette hormone-là, ça va faciliter l'élimination excessive de l'eau au niveau de rein. C'est ça qui donne l'envie d'aller uriner. Chez les gens qui souffrent de diabète insipide, qui est dû par le fait de la diminution de l'hormone ADH, ils ont beaucoup plus envie d'uriner. Et c'est dans ces cas-là qu'on nomme cette maladie-là diabète insipide, juste parce qu'il y a un signe
du diabète sucré qui est la polyurie, l'envie de beaucoup uriner. On les retrouve là-bas et c'est pourquoi on a donné cette dénomination-là, le nom du diabète insipide. Et deuxièmement, s'il faut parler du diabète gestationnel, le diabète de la femme en grossesse, de la femme qui est grosse, c'est que la femme, en étant enceinte, elle demande beaucoup d'énergie. Le fait de demander beaucoup d'énergie, ça arrive que plus la femme acquiert beaucoup d'énergie, il y aura une diminution des sécrétions de l'insuline. Je ne peux pas dire une diminution des sécrétions de l'insuline, mais il y aura sous forme d'incompatibilité de la sécrétion et la demande. La femme sécrète une insuline, mais l'insuline ne couvre pas la demande dans l'organisme de la femme. C'est là où nous allons remarquer les premiers signes qui est l'hyperglycémie chez une femme enceinte. Donc, ce qui veut dire, elle a l'insuline, elle a les glucoses. L'enfant aussi produit son glucose et la femme, avec l'insuline sécrétée, n'arrive pas à compenser la production du glucose produit par la femme elle-même. D'accord, docteur. Alors, est-ce que cette femme enceinte court-elle des risques d'avoir les diabètes plus tard à la longue? Bon, il est supposé, les études ont montré que la plupart des femmes qui ont présenté pendant la grossesse le diabète gestationnel courent plus des risques de développer à la longue le diabète sucré du type 2. Merci docteur. On va maintenant parler des complications liées au diabète. Oui. S'il faut parler des complications liées au diabète, nous avons les complications qu'on appelle de manifestations aiguës et nous avons des manifestations chroniques. Je l'ai dit, je l'ai cité. Les manifestations aiguës, ce sont les signes que le patient présente. Je l'ai appelé les signes cliniques du patient qu'il vient avec à l'hôpital. Le patient viendra avec des plaintes disant que docteur, depuis un temps, je pars beaucoup aux toilettes pour uriner, je mange beaucoup, j'ai beaucoup envie de boire de l'eau, je sens une perte de poids, je me sens fatigué tout le temps. Et ces signes sont dus pourquoi? Sont dus au fait qu'il y a une grande quantité du glucose dans l'organisme, ce qu'on appelle en médecine l'hyperglycémie. Il y a l'hyperglycémie et les glucoses qui circulent dans le sang, au lieu que ça entre dans la cellule, mais vu qu'il n'y a pas une bonne sécrétion de l'insuline, il n'y a pas apport comme il faut, comme il faut de l'insuline dans l'organisme, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, nous allons remarquer que la personne, pour l'amaigrissement, il y aura quel phénomène? L'insuline, c'est une hormone qui facilite aussi le métabolisme des lipides dans l'organisme. Vu qu'il y a absence de l'insuline dans l'organisme, il y aura quoi? Il y aura utilisation des lipides qui se trouvent dans l'organisme, qui se trouvent dans la cellule. La personne va commencer à se contenter du lipide qu'il a dans la cellule. Et l'épuisement du taux de ces lipides-là, c'est ça qui va faciliter la réduction de la masse corporelle de la personne. Deuxièmement, l'asthénie physique. Pourquoi? C'est dû au fait que l'organisme humain, l'apport du glucose, c'est ça qui produit l'énergie dans l'organisme. Et ça produit l'énergie qu'on appelle l'ATP dans les cycles de Krebs. L'ATP, l'adénosine triphosphate. Maintenant, vu qu'il n'y a pas apport de la glucose dans la cellule, il y aura quoi? Il y aura diminution de l'énergie, de la production de l'énergie. Maintenant, la personne va se contenter encore du lipide qui se trouve dans l'organelle cellulaire qu'on appelle mitochondrie. Et quand il va commencer à dépendre de cette lipide-là, il n'y aura pas production de l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est l'énergie de la cellule. C'est ça qui donne de l'énergie à la cellule. Comme il y aura diminution, en lieu et place de produire 36 ATP, mais la cellule va produire 2 ATP. Donc cela déjà explique le déséquilibre du point de vue énergétique qui va se présenter chez la personne. C'est pourquoi la personne viendra comme plainte, j'ai des fatigues, je me sens tout le temps fatigué. C'est juste par le fait qu'il n'y a pas entrée du glucose dans la cellule. Et cette absence de l'entrée du glucose dans la cellule, ça ne permet pas à ce que la cellule puisse se nourrir du glucose et il y a absence de la production énergétique de l'ATP dans la cellule. C'est ça qui provoque la fatigue. Quand il faut parler de la polydipsie, l'envie de boire beaucoup d'eau, qu'est-ce qui se passe sur ça dans les diabètes sucrés? Il y a ces problèmes. La personne qui a les glucoses n'entrent pas dans la cellule, comme je l'ai dit, pour l'autre signe. Les glucoses circulent dans le sang par absence de l'insuline, parce que c'est l'insuline qui permet son entrée dans la cellule. Vu que les glucoses circulent dans le sang, il y a
y a un phénomène physique qui se passe dans la cellule. Vous voyez, l'eau aura tendance à quitter les milieux moins concentrés pour les milieux plus concentrés, parce que le sucre augmente la concentration extracellulaire. Maintenant, l'eau aura tendance à quitter la cellule pour aller vers les milieux extracellulaires. Qu'est-ce qui va se passer par là? Il y aura maintenant stimulation du centre de la soif au niveau du système nerveux. Quand il y aura stimulation du centre de la soif au niveau du système nerveux, la personne aura toujours envie de boire de l'eau pour compenser cette perte-là. Parce que la cellule a perdu de l'eau, parce qu'il n'y a pas les glucoses. Les glucoses qui est au milieu extracellulaire attirent l'eau qui est dans le milieu intracellulaire et ça fait à ce que la cellule va perdre de l'eau. Et quand la cellule perd de l'eau, il y a une information qui part au niveau du système nerveux qui dit à l'organisme de fournir un effort, de remplacer l'eau qui est perdue. Et c'est cette information-là qui permet la présence de la polydipsie, l'envie de boire beaucoup d'eau. Et qu'est-ce qui se passe encore pour la polyurie? Les gradients de concentration du glucose, là je suis toujours dans les manifestations aiguës, les complications aiguës. Oui. Les gradients de concentration du glucose dans le milieu extracellulaire étant élevés, ça va augmenter les gradients de concentration du passage du glucose dans les reins. C'est ça qui va faire appel à l'eau. Quand ça fait appel à l'eau, la personne va commencer à aller uriner tout le temps. Pourquoi? Parce que les glucoses qui est en dehors de la cellule, ça attire l'eau et ça augmente les gradients de concentration au niveau des reins. Ça donne à la personne l'envie d'uriner. Oui, il faut aussi parler de la polyphagie. La polyphagie, c'est l'envie de beaucoup manger. Vu que l'organisme humain c'est nourri par le glucose. Les glucoses n'entrent pas dans la cellule. Qu'est-ce qui va se passer? La cellule va commencer à se contenter du peu d'énergie qu'il a là, que j'ai appelé l'ATP. Il y aura production que de 2 ATP. Or que la cellule doit produire normalement 36 ATP, plus les 2 ATP des lipides qui fera une somme de 38 ATP. Donc il y aura une absence totale, une absence de 36 ATP. Et vu qu'il y a absence de 36 ATP qui est l'énergie produite par la cellule, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner envie de remplacer l'énergie perdue par l'envie de manger. Et quand la personne va manger, ayant l'idée que c'est l'organisme qui provoque cette envie-là de manger. La personne va commencer à manger, croyant que ça va compenser la perte, or que la perte ne peut être compensée que par la présence de l'insuline. Et vu que la personne aura l'envie de manger, il mange, et c'est ça qui crée la polyphagie chez la personne. Il faut parler maintenant des manifestations chroniques ou des complications chroniques qui arrivent chez les personnes souffrant du diabète sucré. Qu'est-ce qui arrive chez les personnes souffrant du diabète sucré? Les glucoses qui n'entrent pas toujours dans la cellule, ça va endommager les vaisseaux. Ça endommage les vaisseaux, ça endommage les micro-vaisseaux, les petits vaisseaux, ça endommage aussi les grands vaisseaux. Quand ça endommage les micro-vaisseaux, nous allons avoir les maladies qu'on appelle les micro-angiopathies diabétiques. Les micro-angiopathies diabétiques, nous allons avoir entre autres la rétinopathie diabétique, la néphropathie diabétique. Quand on parle de la rétinopathie diabétique, c'est quoi? C'est que les glucoses sont en train de détruire la rétine qui se trouve dans l'œil. Okay. C'est pourquoi chez d'autres patients qui souffrent du diabète, ils ont un problème de vision. C'est dû au fait par la chronicité de la maladie. La maladie a pris beaucoup de temps dans l'organisme et ça atteint les petits vaisseaux qu'on appelle les micros, qu'on résume par le nom de micro-angiopathie diabétique. Ça atteint les petits vaisseaux et ça détruit les petits vaisseaux. Et il y aura encore ce que j'ai dit, néphropathie diabétique, c'est quoi? C'est que les glucoses détruisent les reins. Ça détruit les reins. L'unité fonctionnelle du rein que nous appelons les néphrons. Les néphrons sont constitués des glomérules. Les glomérules, là, c'est la partie du néphron qui filtre le sang. Maintenant, vu qu'il y aura glucose, il y aura destruction des unités fonctionnelles du rein. S'il faut parler des macro-angiopathies diabétiques, dans les macro-angiopathies diabétiques, vous allez remarquer que, et si vous faites un tour à l'hôpital, on vous dira que le patient qui souffre de diabète court beaucoup plus de risques d'avoir les AVC. Les patients qui souffrent du diabète courent le risque de développer des infarctus du myocarde. Ça arrive chez ces patients-là. C'est pourquoi les manifestations aiguës et les manifestations chroniques sont liées tout juste par les troubles du glucose dans l'organisme qui doit être régularisé, qui doit être équilibré par l'insuline.
Merci, docteur Armand. Vous entendre parler, ça a fait un peu flipper cette maladie. Les diabètes, c'est vraiment une maladie très dangereuse. On vous entendre parler, docteur. Alors, il n'y a pas moyen de prévenir le diabète? Le diabète, premièrement, je l'ai dit à la définition que le diabète est une maladie génétique. Elle est une maladie génétique. Et elle est aussi une maladie qu'on peut acquérir par une mauvaise hygiène alimentaire. Ok. Là, je parle du diabète du type D. Type D, oui. Le diabète du type 1, c'est une maladie génétique. Donc, cela veut dire quoi? La personne naît avec cette maladie. Elle est née avec ça, elle les développe. Ouais. Dans ces cas-là, il n'y a pas de possibilité de prévention pour cette maladie. La personne subira la maladie. Mais dans les cas du type D, nous avons l'obésité. Par une mauvaise hygiène alimentaire. Les personnes qui mangent beaucoup, les personnes obèses qui ne savent pas contrôler leur poids, leur body mass index, l'indice de masse corporelle. Oui. Les personnes qui ont parce qu'il faut de temps en temps vérifier son poids, sa taille, voir si c'est équilibré. Et quand il n'y a pas l'équilibre de la masse corporelle, qu'est-ce qui se passe? L'obésité, les graisses vont masquer les récepteurs qui font entrer l'insuline et le glucose dans la cellule, qui facilite l'entrée du glucose dans la cellule. Vu qu'il y aura masquage par la grande quantité de graisse sur les récepteurs de la cellule, il y aura quoi? Il y aura présence du glucose dans le sang. C'est ça qui fait aboutir au diabète du type D chez les personnes obèses, en fait. Donc c'est un peu ça. C'est la mauvaise hygiène corporelle, la mauvaise hygiène alimentaire, j'allais dire, pas la mauvaise hygiène corporelle, la mauvaise hygiène alimentaire. C'est ça qui peut ramener une personne à développer le diabète du type 2. Mais quand il s'agit du diabète du type 1, c'est une maladie génétique, en fait. Et deuxièmement aussi, il y a un problème. Les études ont montré que la plupart des patients qui sont soumis au stress courent aussi le risque de développer le diabète à la longue. Qu'est-ce qui se passe par là? Il y aura sécrétion des hormones qu'on appelle les catécholamines. Je l'ai dit au début de l'émission ici que les catécholamines, ce sont des hormones hyperglycémiques. Ce sont des hormones qui contiennent plus de glucose. Quand il s'est sécrété en grande quantité dans l'organisme, il y a une grande sécrétion. Il y a une sécrétion brutale des catécholamines. Il y a une sécrétion brutale des glucocorticoïdes, des hormones hyperglycémiques. Ça peut faire courir au risque de développer le diabète par les mécanismes des hormones, des down regulation. C'est ce qui se passe. Il y aura une grande quantité des hormones hyperglycémiques, une petite quantité d'insuline, ce qui va créer un déséquilibre. Le fait déjà qu'il y a une grande quantité des hormones qui contiennent le glucose, il y a encore apport du glucose dans l'organisme par l'alimentation. Il y aura quoi? Il y aura déséquilibre. L'insuline ne sera plus rassurée. La défense de l'organisme face au glucose, c'est ce qui peut faire courir une personne les risques de développer le diabète. Donc on appelle ça un diabète dit au stress de la vie quotidienne, en fait. Merci docteur Armand, parce que vous êtes là, nous voulons avoir plus des précisions. Nous suivons dans nos télévisions presque tous les jours des gens, je ne sais pas moi, des médecins traditionnels. On ne nie pas, on ne refuse pas la médecine traditionnelle. Mais nous voulons à ce que vous nous expliquiez, est-ce que les diabètes se soignent, se traitent? Est-ce que c'est curable? Oui, il fallait dire curable, j'attendais ces mots. S'il faut dire que je n'aimerais pas être en rancune avec, ou bien en faisant une confrontation avec les gens de la médecine traditionnelle que je respecte aussi. Oui. C'est une médecine, donc la médecine a débuté par là, d'abord pour nous qui sommes le noir. Oui. Les études de la médecine moderne ont démontré que le diabète ne se guérit pas. Le diabète ne se guérit pas. Oui. Le diabète ne se guérit pas. Pourquoi? Parce que les problèmes avec le diabète, c'est l'insuline. C'est l'absence de l'insuline ou bien la présence de l'insuline en petite quantité. Donc, il y a certaines personnes, j'ai entendu une personne dire qu'il faut prendre un produit, comment on appelle ça, en lingala, on appelle ça les Congo Bololo. Congo Bololo. Forcément, si je connais pas. Ce n'est pas, les problèmes avec l'insuline, ce n'est pas la saveur. Okay. Les problèmes avec les sucres de l'organisme, ce n'est pas la saveur. Vous voyez, même à l'hôpital, on interdit aux patients de prendre de la bière. Est-ce que la bière, quand vous goûtez la bière, vous sentez la saveur du sucre? Non. Non, c'est amer. Mais on interdit. Pourquoi? Parce que la bière contient beaucoup plus de molécules du sucre par rapport au sucré. Les problèmes avec les diabètes, ce n'est pas la saveur.
Les problèmes avec les diabètes, c'est la molécule du glucose. Et la molécule du glucose, c'est ça qui pose problème à l'organisme. Ce n'est pas le fait d'apporter des histoires amères chez une personne qui peut guérir le diabète. Parce que la plupart des médecins traditionnels, ils font des décoctions qui sont amères, disant que ça peut guérir le diabète. Il faut manger des histoires amères. Moi, je ne trouve pas vraiment sa place. Parce que, d'abord, j'aimerais vous dire que la grande quantité des alimentations, la grande quantité des aliments que Dieu a créés contient le glucose. Parce que, je parle de Dieu, je parle de la création. Parce que l'organisme humain se nourrit, je l'ai dit tantôt, de l'oxygène et du glucose. Il faut savoir que la plupart des histoires que nous mangeons contiennent le glucose. Donc, peu importe l'histoire la chose que tu penses être amère, il y a du glucose dedans. Donc, le problème n'est pas la saveur, mais le problème est la molécule qui se trouve dans la chose, qui est le glucose. Et quand le glucose est apporté, peu importe la saveur que toi tu as dans la bouche, mais tu as au moins avalé, tu as absorbé le glucose, c'est ça qui pose problème. Alors, je ne peux pas dire que les produits fabriqués, les produits inventés ou fabriqués par les médecins traditionnels qui ont le goût, la saveur amère, peut guérir les diabètes. Les diabètes ne se guérissent pas jusqu'à preuve du contraire. Mais il y a quand même un traitement d'entretien. Oui, les traitements curatifs n'existent pas, mais il y a un traitement d'entretien qui permet aux gens de vivre longtemps. Okay. Quand on souffre de diabète, ce n'est pas une fin du monde. Les patients vivant avec le diabète qui suivent leur traitement d'entretien calmement, qui respectent les principes, qui respectent les mesures hygiéno-diététiques, qui respectent, qui prennent les médicaments comme il faut, ils vivent longtemps. Parce que premièrement, pour les diabètes du type 1, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Nous avons l'insulinodépendance, il y a absence totale de l'insuline. Comme il y a absence totale de l'insuline, il faut apporter l'insuline par voie exogène. Il faut apporter l'insuline de l'extérieur. Donc, vous donnez l'insuline au patient et il prend son insuline tous les jours et ça le maintient en vie. Pour les diabètes de type 2, nous ne commençons pas directement avec l'insuline. Pourquoi? Parce qu'il y a présence de l'insuline dans l'organisme, mais il y a juste des problèmes de réception de l'insuline. Qu'est-ce qui se passe? Au début, dans le diabète du type 2, vu qu'il y a présence de l'insuline, mais absence de l'entrée de l'insuline dans la cellule, qu'est-ce qu'on fait? On apporte des médicaments qui facilitent l'entrée de l'insuline dans la cellule, qu'on appelle les antidiabétiques oraux. Les antidiabétiques oraux, ce sont des médicaments qui facilitent l'entrée, qui brutalise la cellule, qui lui force à recevoir l'insuline sécrétée par le pancréas. Et par là, il y aura, après un long moment, la personne va subir, le pancréas va subir la fatigue. Parce qu'il force, il sécrète pour faciliter l'entrée, il sécrète pour compenser la perte, il sécrète pour compenser la demande. Mais vu qu'il n'y a pas la facilité d'entrée, peu importe l'apport de médicaments, la personne va finir par prendre l'insuline par voie extérieure. Merci beaucoup, docteur Armand, de nous avoir honorés aujourd'hui. C'était vraiment très important de parler du diabète. Moi-même, j'ai eu vraiment peur et je me dis que le diabète est une maladie très, très dangereuse. Docteur Armand, on a fini, un mot de la fin. Oui, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est à moi de vous remercier d'abord pour l'invitation, car c'est une joie pour moi de partager la science avec nos téléspectateurs. J'aime bien, mon souci est que les gens soient informés parce que il y a un adage qui dit mon peuple périt faute de connaissances. Vu que si nous avons plus de connaissances, nous serons épargnés de la mort, ou nous serons épargnés de beaucoup de risques qui peuvent arriver. Et je suis sûr que les gens qui ont suivi cette émission aujourd'hui ont acquis un peu une petite information par rapport au diabète, et même les patients qui souffrent du diabète ont une information sur le diabète, et à partir d'aujourd'hui, ils peuvent dire que je dois vivre comme ça, je dois faire ceci pour éviter ou bien pour rester longtemps en vie malgré que je suis en train de souffrir du diabète, et que cela ne soit pas la dernière fois. Nous sommes toujours dispo pour partager la science avec les gens qui ont besoin d'avoir les informations scientifiques. Et j'aimerais aussi informer aux gens que la plupart des gens qui passent à la télé, qui parlent aussi de la science comme moi, qui se disent entre guillemets qui peuvent guérir les diabètes,
il faut prendre cette information vraiment avec beaucoup plus de prudence. Pourquoi? Parce que jusque-là, les études, l'OMS a prouvé que le diabète ne se guérit pas. Alors n'entrez pas dans la distraction, faites confiance aux médecins, faites confiance à la médecine moderne, faites confiance aux médecins compétents, aux médecins capables qui peuvent traiter les diabètes et qui rallonger la vie des gens qui souffrent du diabète ou bien de personnes qui ont de maladies diabétiques, de maladies du diabète dans la famille. Donc c'est ce que je peux dire. Une fois de plus, merci docteur Armand. Mais je vous en prie. Tous, merci, tout a été dit par les docteurs. Alors quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.